Bonjour François. Bonjour Laurent. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour apporter un éclairage un peu sur l'usage du libre auprès autant d'un public professionnel que du grand public. Avant juste de commencer, tu peux nous dire un petit mot sur toi, et en particulier autour de ton association Adenum? Oui, tout à fait. Alors, Adenum, c'est une association, je préfère dire Adenum parce qu'Adenum, voilà, ça a une connotation médicale qui n'est pas forcément super. Euh, Adenum, c'est une association qui existe depuis 2013 et qui s'est spécialisée au fur et à mesure sur l'animation numérique et notamment autour des domaines du culturel et de plus en plus également autour du médico-social et parfois même en faisant les liens entre le culturel et le médico-social. Donc ce que nous apportons, c'est des moyens techniques, c'est un savoir-faire et puis c'est aussi une pensée du numérique pour ces structures. La plupart du temps, le numéro électrique est plutôt pensé ou pour la vie des gens en général, ou pour les entreprises, mais pour les associations et le culturel notamment, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, à construire, encore aujourd'hui. Parce que lors de nos discussions, ce que toi t'observes, on a beaucoup débattu de ça aussi en dehors de la caméra, c'est justement, d'après toi, il existe un certain nombre de freins, c'est ça, à l'usage du libre, dont tu as fait quelques constats? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de rencontres avec des structures associatives notamment, et notamment dans le domaine du culturel, mais pas que. Quand je parle de l'open source et des logiciels libres, malgré l'intérêt réel que portent les gens sur ces sujets, il y a des freins à l'usage qui sont notables. Et c'est des constats qui sont assez importants parce que quand on interviewe les gens ou quand on discute avec eux, on se rend bien compte qu'ils ont des soucis à utiliser le logiciel libre, même si parfois, sans le savoir, ils l'utilisent au quotidien. Je pense notamment à VLC, qui est donc un logiciel de diffusion de vidéos, pas en streaming, mais donc quand on a des vidéos, on peut les diffuser en VLC sur son ordinateur ou sur sa télé. Et ça marche très très bien. Et les gens l'utilisent, ne savent même pas que c'est un logiciel open source. Donc Ouais, c'est tu vois vrai, bien qu'il y a, pardon, donc tu vois bien pour qu'il y a des VLC, freins. effectivement, c'est vrai, mais on parlait aussi de deux exemples dans, par exemple, Mastodon par rapport à X, Ouais. ou alors En fait, aussi l'usage des logiciels libres dans les administrations. Du coup, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Bah, Mastodon, c'est très contemporain comme exemple, mais on voit bien que les gens râlent, les utilisateurs de X, anciennement Twitter, euh, râlent parce qu'il y a un problème de modération évident, qu'on retrouve des fake news, même dans les institutions, il y a un vrai problème, le problème est réellement localisé, et pourtant, les gens se tournent principalement vers d'autres outils qui sont peut-être un peu différents, mais qui restent professionnels. Alors que Mastodon, qui est un logiciel libre, qui est en plus lié à une fédération, à une approche fédérative des réseaux sociaux, est très peu utilisé pour très peu employés. Et je pense notamment aux journalistes qui ne l'utilisent pas, alors que justement, ça pourrait être un bienfait pour eux de rendre les informations qu'ils partagent plus crédibles, tout simplement. Et ils l'utilisent pas. Et tu Et faisais le puis même l'autre constat exemple, aussi. Ouais. et puis tu parlais de l'autre exemple qui est un peu plus ancien. Donc il y a un décret quand même paru, euh, publié par le gouvernement et paru en 2016, qui incite au fur et à mesure à utiliser tout un ensemble, enfin, les logiciels libres dans toutes les suites administratives, donc évidemment LibreOffice ou OpenOffice, mais aussi d'autres logiciels, et qui incite à utiliser ça, ou même dans l'éducation.
dans le milieu éducatif à utiliser préférentiellement du libre, du Linux, plein de logiciels comme ça. Or, on voit bien aujourd'hui que dans ces institutions, eh bien, c'est une pratique qui est très rare et elle se fait, on va dire, au coup par coup, très lentement et parfois un peu certaines villes. Je pense à Échirol, hein, donc c'est près de Grenoble. C'est vraiment lancé dans l'open source, mais ça reste très rare. Et malgré tout ça, en fait, les institutions ont vraiment du mal à utiliser les logiciels libres. Donc, c'est vraiment deux exemples qui prouvent à quel point, malgré la volonté politique, malgré le fait que les gens savent qu'ils pourraient utiliser un logiciel libre, eh bien, ils ne le font pas, tout simplement. Mais est-ce que tu fais le même constat dans un univers que tu connais un peu moins, mais quand même concernant le monde de l'édition, de ce que tu peux observer similaire De ce que je en peux. termes d'usage du libre dans ce secteur? Ah bah oui, évidemment, enfin, ça me semble une évidence. Enfin, je le connais peu, mais tu as interviewé Yann Carvian pour cette émission aussi, et c'est clair qu'il montre bien lui aussi que ça n'a pas été chose simple en tant qu'auteur, mais aussi dans l'auto-édition, de réussir à produire quelque chose qui soit de l'ordre du logiciel libre. Euh, il y a eu des freins qui se sont faits. J'ai l'impression aussi que par rapport à ces éditeurs, c'était assez compliqué à faire. Et puis quand je me suis un peu renseigné, ben, il y a effectivement très peu d'éditeurs qui utilisent le libre, préférant largement utiliser la suite Adobe, Word, enfin, tout cet ensemble de systèmes d'édition allant de la lettre et à l'écriture jusqu'à la production du PDF en vue d'impression ou même de l'e-pub, tout simplement, en termes de diffusion numérique. Mais c'est vrai que dans le monde de l'édition, parfois, ça peut être assez surprenant parce que autant pour des logiciels avancés, on va reparler un peu, mais parfois, il peut y avoir des problèmes de stabilité. Mais on va dire pour du traitement de texte, un logiciel comme LibreOffice est connu, est tout à fait stable et vraiment, il n'a pas du tout à pâlir de la comparaison avec Word, par exemple. Ah ouais, non, mais c'est assez évident. Je sais vraiment, là, pour Word, c'est vraiment une question d'habitus. Les gens ont pris l'habitude d'utiliser Word, y compris chez des gens où on s'attendrait plutôt, enfin, chez des écrivains, par exemple, chez qui on s'attendrait plutôt à ce qu'ils soient plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, plutôt enclins à être dans des communautés libres, plutôt à préférer cette approche plutôt que l'approche propriétaire, et bien même eux continuent à utiliser Word. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment une question c'est une question d'habitus, d'habitude des gens à utiliser toujours les mêmes logiciels. Mais par rapport à cet aspect politique, peut-être aussi que ces personnes ne relient pas cela à des enjeux politiques, justement. Peut-être qu'il y a certaines personnes, bah, comme toi, qui ont une certaine conscience politique liée au libre, mais moi aussi, peut-être qu'il y a peut-être pas assez de sensibilisation, ou peut-être des choses qui ne sont pas en commun, ou d'autres manières de voir, ce qui se respecte tout à fait. Et finalement, ce qui peut peut-être aussi un peu expliquer que le non-usage de certains logiciels, parce que peut-être que cet aspect n'est pas placé dans le débat public aussi, peut-être, en termes politiques, il s'entend. C'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. On le voit à un niveau individuel, on voit un certain nombre de freins. Je parlais de l'habitude d'utiliser tel ou tel logiciel. Euh, euh, on parle de la facilité à trouver de logiciels aussi, par exemple. On peut en parler dans un instant, mais de façon générale, au niveau politique, on parlait du décret de 2016 tout à l'heure. Ben, malgré le choix politique qui est fait d'utiliser du logiciel open source
dans les institutions et dans les administrations, eh bien, dans la pratique, rien n'est fait. Je pense qu'il s'agit finalement presque plus d'un pas à franchir d'un point de vue pratique que d'une volonté politique. Il y a probablement quelque chose de l'ordre du politique en ne comprenant pas les mécanismes économiques qui président à la production de ce type de logiciel. Et peut-être aussi dire que voilà, ils sont forcément moins bien, etc. Enfin, bon, il y a plein de raisons. Mais c'est pas forcément un choix. Le choix politique se fait doucement. Mais de toute façon, même une fois que le choix politique est fait, il y a un grand nombre de freins qui restent, qui sont toujours là, de l'ordre de la pratique. Et en amont de notre petite interview d'aujourd'hui, tu as, toi aussi en fait posé des questions, donc tu as fait des petites interviews à voilà, un panel de personnes, justement pour essayer de comprendre voilà, pourquoi est-ce qu'ils utilisent les logiciels propriétaires ou ce qu'ils pensent aussi du libre. Donc, qu'est-ce qui en est sorti un peu de tes entretiens? Alors, pour commencer, j'ai interviewé deux types de personnes. Des gens des gens comme toi et moi, des citoyens qui utilisent des logiciels le soir en rentrant chez eux et qui ont des activités diverses et variées. Et puis des gens du monde professionnel ou bien des gens à la retraite qui ont fait partie du monde professionnel. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous n'utilisez pas tel ou tel type de logiciel ou tel logiciel par rapport à leur activité, bien sûr. Alors, effectivement, il y a plusieurs freins. Alors, dans une utilisation grand public, on vient de parler de l'habitus. C'est clair que les gens ont vraiment l'habitude d'utiliser certains logiciels et ont du mal à franchir le pas. Il y a la facilité à trouver le logiciel. C'est clair aussi qu'un logiciel propriétaire, si on tape traitement d'image dans son Google, qui est propriétaire, eh bien, les référencements sont aussi payés par les entreprises et évidemment, du coup, les logiciels propriétaires sont beaucoup plus visibles. Donc, quand quelqu'un cherche un logiciel particulier et saisit des mots-clés ou d'autres dans son moteur de recherche, il va avoir une tendance naturelle à trouver des résultats qui sont de l'ordre du propriétaire. C'est de la facilité à trouver les logiciels propriétaires, beaucoup plus que le logiciel libre. Et ça, on n'y peut rien. Évidemment, le système propriétaire, j'aurais tendance à dire, se serre les coudes. Ça, c'est une évidence. Il y a un autre point qui est pas mal revenu, et c'est vrai en fait. Le bouche à oreille marche très bien. L'exemple typique, pour moi, les exemples typiques, il y en a plusieurs, c'est quand on regarde les jeunes qui utilisent des logiciels, on a l'exemple typique, c'est Discord. Un équivalent qui s'appelle Mattermost en libre est en fait très très peu utilisé par les jeunes ou très jeunes, alors que ça pourrait marcher tout aussi bien. Et à Il y a tel point Twitch que aussi, non? alors Twitch c'est un peu différent, mais on parlera de Twitch tout à l'heure, mais c'est vrai que ça correspond tout à fait à ça. Et donc les jeunes utilisent des logiciels parce que leurs camarades utilisent ces logiciels-là. Et donc ça fait un bouche à oreille. Du coup, ça donne des choses comme par exemple, pendant la pandémie, les gamins disaient souvent à leurs enseignants, plutôt que d'utiliser votre Big Blue Button qui ne marche pas, alors c'est vrai que c'est très dur, que quand on est sur des très grosses quantités d'étudiants, on a du mal à gérer ces plateformes, ça je ne dis pas le contraire. C'est peut-être un des inconvénients de l'aspect fédératif de la chose. Mais en même temps, ils disent bon, on va utiliser Discord. Et ils utilisent Discord. Et ils incitent leurs enseignants à utiliser Discord. Du coup, les enseignants connaissent Discord sans difficulté. Alors, évidemment, il y a des restrictions qui sont faites par l'éducation nationale, notamment à cause du RGPD. Mais il n'empêche que c'est assez rigolo de voir comment le bouche à oreille incite à utiliser des logiciels comme Twitch. Nous, chez Adenum, on a une plateforme PeerTube et on va commencer à héberger les littéraneutes sur notre instance PeerTube. Mais ça marche très bien aussi.
il n'y a pas de raison de ne pas utiliser une instance peer-to-peer ou une autre plutôt qu'une instance switch. C'est pas la même chose, mais presque. Donc c'est un peu dommage, si tu veux, que les gens ne l'utilisent pas. Or, ils l'utilisent parce qu'il y a une facilité pour trouver Twitch, parce que c'est un nom facile à retenir, parce qu'il y a un bouche à oreille très fort, et qu'au fur et à mesure, eh bien, il y a une habitude qui se dégage de tout ça, et qui fait qu'on a du mal à passer sur d'autres plateformes. Je pense que Et il y a ça, c'est aussi, une chaîne comme ça qui a lieu. tu soulevais aussi le point relatif aux étudiants. Et il y a aussi des stratégies qui sont connues, hein, qui est documentées de la part notamment de Microsoft et maintenant aussi de Google, qui vise justement à s'insérer le plus tôt possible dans le processus de création par exemple, de documents au sein des écoles pour créer aussi cette habitude. C'est-à-dire, par exemple, Microsoft, il cherche vraiment, ou Adobe, à mettre ces logiciels ben, le plus tôt possible pour Microsoft des écoles primaires et vraiment pour qu'on ait l'habitude de leur logiciel. Et tant et si bien qu'on dit souvent même pas de traitement de texte, on dit Word et tellement c'est rentré dans notre esprit aussi. Tout à fait, tout à fait. Tu as très bien décrit le processus. Cette habitude, elle est créée et elle est favorisée systématiquement. C'est normal. Je veux dire, des entreprises privées qui produisent des logiciels le veulent rentable. Les veulent rentables, ça c'est normal. Et donc, on doit se donner tous les moyens pour qu'ils le soient. Pour qu'ils soient rentables, il faut qu'un maximum de gens les utilisent. Donc, on a cette chaîne-là qui opère. Euh, il y a aussi quelque chose d'autre qui est le frein à l'adaptation. Quand on a l'habitude d'utiliser Word, on ne va pas commencer à utiliser un autre logiciel. On va avoir peur d'utiliser potentiellement un autre logiciel, ça c'est clair. Et après, au fur et à mesure, on va se rendre compte peut-être, même souvent, dans certains logiciels, c'est vrai, enfin, LibreOffice, c'est vrai, si on a LibreOffice, ça marche aussi bien que Word, et puis en fait, c'est pas compliqué de trouver les fonctions de recherche, de trouver les fonctions de mise en forme, de trouver toutes ces fonctions-là, de mise en forme de la page, etc. C'est pas compliqué d'avoir un correcteur orthographique ou grammatical. Enfin, vraiment, en fait, on a la même chose, quoi. Enfin, pour une utilisation simple, mis à part les problèmes de macros, je veux dire, il n'y a pas vraiment de différence. Qui utilise les macros? C'est 5% de la population, quoi. Enfin, au niveau grand public, hein, bien sûr. Donc, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais Mais, c'est aussi une habituation du monde professionnel qui lui-même se soumet largement à ces choses-là. D'ailleurs, en fait, il le comprend très bien. Il trouve ça presque normal, puisque finalement, ils sont en train de faire la même chose avec les produits qu'ils sont en train de développer et de vendre. Donc, ils comprennent très bien le processus et le mécanisme. parce que justement, dans le contexte professionnel, cet aspect un peu de peur aussi, il peut peut-être aussi pas mal expliquer des éléments. Par exemple, c'est vrai que si autour de nous, toutes les personnes utilisent un logiciel propriétaire et qui a cette aura de fiabilité, on, et on peut être amené à se demander, tiens, est-ce que ce logiciel, est-ce qu'il est vraiment fiable? En plus, il est gratuit, il est libre, ça, il n'y a peut-être pas toujours dans certains milieux, peut-être qu'il n'y a pas toujours aussi une bonne réputation des logiciels libres. Alors, dans le grand public, bizarrement, en fait, on n'a pas trop ça. Les gens râlent, même des fois, sur des logiciels buggés, de conversion de fichiers en un autre, etc. Donc, même les logiciels propriétaires peuvent être buggés. Mais en fait, bizarrement, il y a une aura moindre. Par contre, dans le monde professionnel, c'est une évidence. Dans le monde professionnel, on a une grande méfiance du logiciel libre, précisément parce qu'on ne veut pas qu'il crache à n'importe quel moment. Et ça se comprend. À nouveau, ça se comprend. Quand on veut avoir une bonne production, quand on veut que ses salariés soient productifs, il faut d'une part qu'ils connaissent bien les logiciels, qu'ils soient formés à ça, et il faut que le logiciel soit fiable, soit stable, soit utilisable. Moi, j'ai des souvenirs dans une vie salariée
effectivement de gens qui avaient vraiment un mal au début du logiciel libre, qui ne voulaient pas entendre parler de Linux dans leur entreprise, alors qu'on avait déjà des logiciels qui étaient finalement pas mal. Donc, c'était vraiment une grande, grande méfiance. Et cette méfiance est restée. Ça, c'est clair aussi. Il y Mais, a... mais tu vois, je vais juste aborder un point, mais assez spécifique quand même au monde de l'édition, ou un peu au monde de la culture, que je trouve toujours assez étonnant. C'est un peu un euphémisme, mais c'est c'est que pas mal de professionnels de l'édition ont une mauvaise habitude qui consiste à utiliser certes des logiciels propriétaires, mais à ne pas les payer. C'est-à-dire, ils vont chercher des versions craquées, qui en plus exposent à des virus, et qui est contraire quand même à leurs valeurs relatives à la protection quand même de la propriété intellectuelle. Et tu vois, ils préfèrent vraiment finalement hacker ces logiciels ou utiliser des versions craquées, ce qui revient quand même à une forme de vol de propriété intellectuelle, et plutôt que de se plonger dans des logiciels finalement quand même accessibles, gratuits, même si après on peut discuter peut-être du modèle économique du logiciel libre, mais en tout cas qui sont généralement gratuits. Et tu vois, cet aspect-là, il m'interroge en particulier dans le secteur de l'édition. Je ne sais pas si tu as un peu une opinion là-dessus. Ah ben c'est clair que quand j'étais salarié, il y avait pas mal de logiciels qui étaient craqués. C'était à une époque où on utilisait, ça date un peu, hein, c'était l'époque où on utilisait, où on fabriquait des bornes multimédia pour les musées. C'est ce que je faisais, hein, je développais ça avec Director et ensuite avec Flash. Il y avait une version sur trois qui n'était pas, qui était pas craquée pour chacun des logiciels, sans compter quand on faisait du print, eh ben, il y avait des InDesign enfin, c'était entre Quark Express et InDesign. Et Quark Express, avec leur système à l'époque de Dongle, c'était tout Quark Express était craqué, c'était la folie, c'était une évidence. Mais c'est à la fois une contradiction et, si tu veux, c'est la contradiction normale d'une entreprise. C'est-à-dire, une entreprise, elle doit faire du chiffre, elle aimerait bien pouvoir être dans les clous, mais en même temps, elle a un système comptable qui fait que. D'ailleurs, je pense que les éditeurs de logiciels propriétaires le savent très bien. Le principe n'est pas d'avoir absolument 100% des logiciels achetés, mais que une grande partie le soit, le plus possible. D'où la raison du logiciel à abonnement, d'ailleurs. C'est une des raisons. Ouais, tout à fait. Mais toujours dans nos discussions préalables, tu me remontais aussi le fait qu'il y avait une idée reçue. On va discuter un peu si c'est une idée reçue finalement, que les logiciels propriétaires aussi seraient finalement supérieurs. C'est-à-dire ils auraient plus de fonctionnalités qu'un logiciel libre. Ça, c'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que c'est vraiment, on peut toujours dire ça, ou est-ce qu'on peut être catégorique? Ou alors faut être un peu plus nuancé? Ou... Voilà, je te laisse Alors, répondre. moi, je suis assez nuancé sur cette question-là, finalement. J'ai été beaucoup plus catégorique dans le passé. Là, il y a une chose qui est, je ne vais pas dire évidente, c'est faux de le dire comme ça. Il y a une chose qui est évidente, c'est que les logiciels propriétaires ont effectivement souvent un pas d'avance pour ce qui est des fonctionnalités. Je vais prendre un exemple. Les correcteurs orthographiques commencent à largement avoir ce que j'appelle des idiots artificiels, pas des intelligences artificielles. Idiot, ça veut dire faiblesse de la pensée, hein, donc voilà. Qui donc te proposent des corrections automatiques. Ça marche même sur Google Drive. Hein, voilà. Il y en a beaucoup moins finalement. Il y a des corrections qui sont beaucoup moins soumises à des IA dans le monde du livre. Donc il y a une petite part, un petit pas de retard, je dirais, par rapport à des logiciels propriétaires. Ça, c'est vrai aussi. Maintenant, c'est une question temporelle.
aussi. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir ce qu'il y a de mieux à chaque fois. Et c'est peut-être aussi une raison pour l'utilisation préférentielle des logiciels propriétaires. Ceci étant dit, de mon point de vue, est-ce qu'on a vraiment besoin systématiquement de ce type d'outils? Je vais prendre l'exemple de Photoshop. Photoshop, aujourd'hui, propose une IA qui améliore tout seul les images qu'on lui propose, les corrige avec de façon assez bluffante, il faut dire parfois. Et même parfois, il s'agit juste de dire, je veux telle personne et je veux le mettre dans tel environnement. Pouf, Photoshop te fait tout seul. C'est assez incroyable. C'est clair que The Game ne fait pas ça aujourd'hui. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Mais ceci étant dit, il y a des entreprises de communication, je suis certain, qui sont assez partants pour avoir ce genre de logiciel. L'exemple de InDesign est assez flagrant aussi de ce point de vue-là. InDesign te propose plein de trucs très différents. Et en avance, c'est vrai, par exemple, InDesign te crée des PDF, des e-pubs, etc. Fait tout ce que fait Pandoc en beaucoup mieux en étant juste en pouce-bouton. Les étudiants sont formés à l'utilisation d'InDesign et pas du tout à celle de Scribus. Le concurrent libre de InDesign, c'est Scribus, clairement. Est-ce que les gens préfèrent utiliser InDesign? Oui, parce que InDesign a clairement un temps d'avance. Et on voit bien ces temps d'avance de ces logiciels propriétaires par rapport au monde du livre. Mais encore une fois, est-ce qu'on a besoin? À l'époque, on avait besoin d'un logiciel un peu différent de Express, qui était très rigoriste, on va dire, dans sa façon de produire. Mais voilà. Et en plus, bon, voilà, les écoles de design, etc., forment à l'utilisation d'InDesign, pas celle de Scribus. Voilà, Mais donc on peut comme dire, tu vois, de manière assez simple, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais par exemple, quelqu'un, qui veut même un professionnel, qui veut, créer quand même des images assez avancées, souvent, il pourrait très bien le faire avec GIMP et de même, quelqu'un qui veut faire, on va dire de l'édition, professionnelle, il peut très bien, le faire avec, Scribus finalement. Parce que ah, tout les logiciels, les répliquent, quand même, globalement, les fonctionnalités à présent et c'est plus sur des choses, on va dire plus avancées que va se faire la différence, hein. ah oui, tout à fait. Le seul problème, en fait, c'est que dans l'entreprise, comme les étudiants sont formés à l'utilisation d'InDesign ou de Photoshop, ça implique qu'il y ait une formation en interne à l'utilisation de d'autres logiciels. C'est quand même un problème, hein. Quand on veut que des jeunes soient rapidement rentables, il faut quand même s'adapter aussi à ce qu'ils sont. Mais pour rester un peu dans l'édition aussi, on avant, avant ton interview, on a effectivement, également échangé avec, Yann Kervian qui lui nous expliquait un peu, tout ce qu'il avait fait pour, finalement, passer sa chaîne, du livre, hem, en utilisant des logiciels, libres. Il nous expliquait aussi quand même qu'il avait, eu des problèmes, c'était pas si facile que ça, qu'il avait été obligé quand même parfois, de faire des développements assez, assez avancés. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Enfin, tu parles de la ligne de commande, là. En gros, Oui, le par fait exemple, en Python et on des est choses obligé comme de se ça, former ouais. aussi Avec, à se Pandoc, développer. Oui, oui, non, c'est vrai aussi. Non, mais je dis pas, il y a des freins qui sont très réels et qui posent problème. Celui de la formation est un frein important. Y compris en fait une forme de littératie informatique. Tout est fait dans les interfaces pour qu'on n'ait pas à toucher à ces choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne veut pas voir. Dans le monde de l'édition, ce sont des gens de lettres. On montre aux gens une seule ligne de commande et ils tombent dans les vapes, quoi. alors Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais n'empêche que voilà, c'est un peu normal, c'est une question de littératie, d'habitude de ces choses-là, et que quand on forme des gens, il faut peut-être aussi, si on veut que le livre se développe, apporter une sorte de formation
à l'utilisation de ce type de pratique, enfin, à l'utilisation de ce type de pratique, à l'amélioration, à la démocratisation de ces pratiques, euh, par exemple la ligne de commande, même si ce n'est pas simple. Il y a un terme aussi que tu aimes bien utiliser, notamment en ce qui concerne les écrivains, pour rester un peu dans notre thématique hein, de l'édition. Ouais, 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 ouais. Tu parles de littératie technique. Qu'est-ce que tu entends par ça exactement? Ce que j'entends par ça, c'est que on a une société qui est de plus en plus technique, très technologique finalement, une société du chiffre, et on laisse aux machines, à nos machines, parce qu'elles sont capables de le faire, euh, les moyens pour réaliser ce qu'on veut réaliser, sans s'intéresser à la façon dont elles le font. Et la façon dont elles le font, c'est bien évidemment la technique. Et on ne s'intéresse pas à ça, à ces objets techniques en tant que tels. Je ne sais pas si tu connais ce livre, Traité du zen ou d'entretien des motocyclettes, mais c'est tout un questionnement sur la séparation entre l'humain, le sensible, ce que nous sommes, et le technique, c'est-à-dire ce que représente finalement le monde autour de nous. Et tu vois qu'il y a Robert Pirsig parlait d'une différenciation que les gens ou bien faisaient de la philosophie, ou bien réparaient leur motocyclette, c'est dans le titre, mais ne faisaient pas les deux. Et c'est tout le sens du titre du livre. La littératie technique, c'est d'apporter une petite culture technique, voire technologique, qui ferait par exemple rendre les gens un peu moins, enfin, qui rendrait les gens un peu moins peur aux intelligences artificielles, un peu moins peur aux logiciels qui marchent ou aux ordinateurs qui ne tournent pas subitement alors qu'on ne sait pas pourquoi, de les rendre un peu plus cool par rapport à ces OK. problèmes-là. C'est ça la Parce que littératie. toi, en fait, tu conseillerais par exemple, toi, tu conseillerais à un écrivain, par exemple, pour surmonter un peu cette peur, par exemple, de simplement s'écrire un peu les quelques lignes de commande dont il a besoin parfois, ou de se faire un petit guide d'utilisation, c'est ça? Bah, en fait, oui, c'est sur son bureau, par exemple, enfin, sur son bureau d'ordinateur, hein, sur son écran d'accueil, eh bien, ce qu'on met, c'est un fichier texte avec, on a 10 lignes de commandes dont on sait que ça marche. On fait un copier-coller, on change juste le nom des fichiers, 2, 3 paramètres qu'on connaît, qui sont aussi dans le fichier texte. On fait du copier-coller, on le met dans sa fenêtre de commande, on le fait et on sait que ça marche. On sait que ça marche, il n'y a pas de problème. Ça fait peur parce que tout subitement, on appuie plus sur des boutons et on n'est plus près de boutons. Mais si ça marche aussi bien que presser un bouton et qu'on peut le faire même de façon, pas une fois, mais de façon récurrente, habituelle, voire même le faire pour 10, 20, 30 fichiers comme ça en une fois, en fait, on gagne du temps. Enfin, moi, je le fais, je gagne du temps. Je gagne beaucoup de temps même parfois. Enfin, vraiment, des Mais fois, il y c'est a, il y a aussi un format dont on parle de plus en plus, qui semble pas mal simplifier certains aspects justement aussi de gestion de contenu, autant chez l'auteur, mais beaucoup aussi chez les éditeurs, et dont parlait Yann, mais aussi quand moi j'ai aussi fait les recherches pour l'émission, j'ai vu que toutes les personnes qui créent des flux éditoriaux à partir du libre, l'utiliser. Alors ce langage, c'est le Markdown et je sais que oui. tu l'utilises aussi. Alors avant de conclure, tu peux peut-être nous dire quelques mots là-dessus et en quoi est-ce qu'il peut être intéressant, pour un éditeur? Voilà. Alors là, c'est long. Il faut revenir très rapidement sur un point historique. Les premiers Word fonctionnaient sur des modèles tout à fait équivalents. C'est-à-dire que quand on voulait faire une mise en forme, on n'avait pas du WYSIWYG. On avait des combinaisons de touches. On disait c'est le début du gras, c'est la fin du gras. Et on voyait c'est le début du gras, c'est la fin du gras. C'est le début de l'italique, c'est la fin de l'italique. C'est un titre. C'est un titre de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, etc. Et on n'avait pas de WYSIWYG. Eh bien, Markdown, c'est exactement ça. C'est-à-dire on n'a pas de visibilité directe sur comment le texte va apparaître. On a juste une visibilité on sait que ça va apparaître comme ça
une fois que ça sera compilé. Ça va beaucoup Mais plus quel vite, en fait. est, Bah oui, quel est l'intérêt du coup pour un éditeur? pour un éditeur, on va avoir un format de niveau très bas que tout le monde peut utiliser. Imagine, tout le monde, l'éditeur dit, moi, chez moi, on utilise Word. Eh ben, il faut que tous les auteurs qui sont chez lui utilisent Word. Ça ne le fait pas, ça. Même s'il utilise LibreOffice et qu'il peut envoyer évidemment son fichier en docx, euh, il arrive parfois que l'éditeur dise ah, ta mise en forme, j'arrive pas à comprendre, etc. Ou il y a des caractères qui apparaissent mal, je ne sais pas, enfin, il peut y avoir plein de trucs, mais parce que les formats, ce sont des formats complexes. Quand on utilise un format simple, on n'a pas ce genre de problème. On a perdu tout le genre de problème. Et puis après, avec le Markdown, on a un visualiseur. Et donc le visualiseur, ça permet d'avoir une mise en forme, et en fait, avec la mise en forme qu'on veut exactement, avec des feuilles de style qu'on applique sur la chose au final. Ce qui peut être assez pratique, par exemple, chez les correcteurs, qui voient quand même la chose en tant qu'objet pas fini, mais déjà mis en forme, et qui peuvent faire ces corrections de façon très simple. C'est quelque chose de souple, de facile à utiliser, de très léger. Et quand on a pris l'habitude, ben, ça va en fait très vite. Moi, quand on a eu ces échanges de textes, etc., moi, je t'ai envoyé du Markdown. Et en fait, Ouais, on moi, peut même dire j'ajouterais que nos introductions ont été faites à 100% en open source. Donc, j'a- j'ajouterais juste avant de t'offrir le mot de la fin que ça permet aussi une sacrée interopérabilité. C'est ce que disait Yann aussi. Et ce que tu vois tout à aussi, tu fait. constates, hein, c'est que l'intérêt du Markdown, c'est que comme tu dis, effectivement, il peut être réutilisé pour le traitement de texte, pour un site web, pour un EPUB et ainsi de suite, hein. Potentiellement, ça peut simplifier aussi le processus éditorial. Alors, comme je le proposais, je vais te laisser le petit mot de la fin. Je te laisse à ton heure. Donc voilà, je te laisse peut-être conclure cet échange avec un petit mot, voilà, pour nous faire une belle conclusion sur ce passionnant sujet. À toi la parole, François. Merci. Oui, Laurent, bien sûr. Alors, bon, je sens que je vais me faire des ennemis. Donc, voilà, c'est la vie, hein. Euh, il y a beaucoup de gens, d'acteurs dans le monde du logiciel libre qui considèrent qu'il suffirait d'éduquer les gens un peu partout, par les associations, etc. euh, et donner toujours envie d'utiliser le logiciel libre. On a vu qu'il y avait beaucoup de freins et que c'est des freins qui ne correspondaient pas toujours à des problèmes éducatifs. Parfois oui, mais parfois non. Et il y a des freins, je pense aux freins autour du bouche à oreille et de l'habitus, qui me semblent être des freins extrêmement importants et qu'on ne peut pas régler comme ça uniquement par le fait de sensibiliser au logiciel libre, à l'open source, etc. Alors, comment on peut faire? Moi, je crois que la chose la plus importante, je reviens sur le décret de 2016, au moins en France, il faudrait que ce décret de 2016 soit réellement appliqué, que dans les écoles très jeunes, les enfants soient euh, sensibilisés, mais utilisent des logiciels libres et que ça marche. Ça veut dire aussi que l'infrastructure au niveau scolaire soit un peu plus efficace que celle qu'elle est actuellement, et qu'au niveau universitaire, on arrête de former systématiquement à des logiciels comme Word, ou même des centres de formation, hein, je veux dire, un centre de formation professionnelle adulte, etc. Euh, on arrête de former à des logiciels comme Word, comme InDesign, comme Photoshop, comme la suite Adobe de façon générale, etc. etc. Et qu'on offre toujours une possibilité de se former à d'autres logiciels, comme par exemple Screbus pour la PAO, The Gimp ou Krita pour le graphisme, et puis LibreOffice, etc. Et puis, la deuxième chose, c'est simplement donner une petite habitude, donner la possibilité de montrer aux gens, d'avoir une littératie technique, c'est-à-dire d'utiliser de la ligne de commande, mais à tout petit niveau. Il n'y a pas besoin que ça soit vraiment énorme, mais simplement un petit truc. On peut simplement, avec de la ligne de commande, faire des petites choses de compression de PDF, etc. Et d'aller beaucoup plus vite d'ailleurs. Enfin, ça peut aller beaucoup plus vite plutôt que faire du pouce-bouton. Et quand on doit faire 20 fichiers, ben là, on en fait 20 en une fois, on appuie sur Entrée et puis c'est fait. Et il y a zéro problème. Je pense qu'avec 5, 6 lignes de commande grand max, on arrive déjà à faire énormément de choses.
à nous de faire prendre cette habitude de simplification et de montrer que c'est plus facile de travailler comme ça que de travailler avec des logiciels propriétaires en couche-couteau. Voilà alors, ma conclusion. Du coup, François, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir Merci à toi. répondu à nos questions. Voilà, c'était vraiment passionnant. Alors j'espère que ça aura autant intéressé aussi, les personnes qui ont regardé, l'émission. Voilà, à bientôt. Super. Merci beaucoup, Laurent, et à très bientôt.